En une semaine de temps, en fait, j'ai perdu l'usage de mes bras, de mes jambes, la vue et la parole. Le lendemain de l'opération, on essaie de me relever pour voir comment ça fonctionne là-dedans. Et en fait, je m'écroule comme un château de cartes. Mais littéralement comme un château de cartes. Ma tête ne tient plus, mes bras ne me tiennent plus, mes jambes ne me tiennent plus. Je m'écroule littéralement comme un château de cartes. Et là, c'est l'apocalypse. Parfois, la vie bascule en quelques secondes. Un matin ordinaire, un café prévu avec une amie, des enfants déposés à l'école, et puis soudain, le corps qui lâche. Aujourd'hui, dans État d'âme, vous allez entendre l'histoire de Lucie, une femme née avec une hydrocéphalie, mais qui, à 34 ans, après un accident médical brutal, a dû réapprendre à marcher, parler, écrire, vivre. Une histoire bouleversante de résilience, de mémoire perdue, de douleur invisible, mais aussi une histoire d'humour, de maternité, de combat intérieur et de reconstruction. Vous écoutez État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Pour toutes les femmes dont le corps et l'esprit ont été bouleversés. Excellente écoute. Si je reviens au tout début de mon histoire, avant cet accident médical, la femme que j'étais à ce moment-là, j'étais une mère de 2 jeunes enfants qui avaient 4 et 9 ans, qui galéraient un petit peu dans la vie avec des petits boulots. J'avais eu déjà plusieurs opérations suite à cette hydrocéphalie qui a été diagnostiquée très très jeune. Et ça, j'y reviendrai un peu plus tard. J'avais des petits boulots par-ci par-là. J'étais une maman assez active, un petit peu fêtarde aussi. J'aimais bien profiter de soirées avec mes amis. J'aimais bien sortir quand j'en avais l'occasion. J'aimais bien profiter de la vie en fait. Je suis née avec une hydrocéphalie. Ça a été découvert à l'âge de 8 mois par notre médecin de famille qui s'est rendu compte que mon périmètre crânien était supérieur à la moyenne. Quand on fait les visites pour les bébés tous les mois, la mesure du périmètre crânien est faite et en fait le médecin de famille s'était rendu compte que mon périmètre crânien était supérieur à la moyenne. Donc, il a immédiatement dit à mes parents qu'il fallait que j'aille consulter au CHU qui était à 1 heure de route de chez mes parents. Et c'est là que tout s'est mis en place, en fait. Et j'ai été opérée très très rapidement après parce que ils ont découvert que j'avais une hydrocéphalie à ce moment-là. Vivre avec cette maladie depuis l'enfance, ça a été un peu spécial pour moi parce que je me suis pas rendu compte aussitôt. J'étais malade et puis on n'en parlait pas trop dans ma famille. Moi, ce que je me rendais compte, en fait, c'est que j'avais des visites très régulièrement pour faire des radios ou des scanners. Par contre, les visites chez le neurochirurgien 1 à 2 fois par an, c'était comme une fête pour moi parce que je savais qu'on allait aller à la capitale de ma région. Je savais que à ce moment-là, on allait profiter de la cafétéria. Donc moi, je trouvais ça super cool. Et puis je l'aimais bien en fait, ce médecin. Donc c'était l'occasion d'une sortie. C'était l'occasion aussi d'aller manger à la cafétéria. Donc moi, je le vivais un peu comme une fête. Je comprenais pas trop parce que mes amis à l'école n'avaient pas de radio à faire ou d'examens à faire comme ça régulièrement. Mais ça me dérangeait pas plus que ça. Je trouvais ça sympa. J'aimais pas trop aller en radiologie parce qu'en fait il y avait des images de radiologie dans la salle d'attente qui me faisaient un peu flipper. Mais je trouvais ça quand même assez distrayant. Ça a façonné ma vie de manière à ce que
je prenne ça un petit peu à l'humour. J'ai été réopérée ensuite à l'âge de 13 ans. J'ai dû passer 15 jours à l'hôpital allongée parce que à ce moment-là, on redressait progressivement, jour après l'opération, la tête du lit. Pour que je réapprenne la verticalisation. Donc ça m'a valu des plaisanteries un peu de mon frère et de ma sœur qui m'avaient surnommé le chevalier avec sa cotte de maille parce que j'avais une cotte de maille entre guillemets autour de la tête pour maintenir les pansements. Voilà, je prenais ça un petit peu à la légère parce que c'était un peu hors du commun, donc je sortais un petit peu des codes généraux que tous les enfants connaissent, et moi je sortais un petit peu du lot, donc je trouvais ça un petit peu rigolo, ça m'embêtait pas plus que ça en fait. C'est vraiment à l'âge de 20 ans, quand j'ai été réopérée, en fait, à ce moment-là, je travaillais déjà. J'ai dû être réopérée en urgence. On avait déménagé quand j'avais 11 ans, donc on est parti en région parisienne. Et c'est vraiment à l'âge de 20 ans, alors que j'étais au travail, où j'ai été prise de migraines, de douleurs et tout. Où là, je me suis vraiment rendu compte du problème. Bon, je m'en étais rendu compte déjà avant parce que j'avais eu le diagnostic vraiment de pourquoi j'avais une hydrocéphalie, parce que c'était dû à une autre maladie qui provoque tout un tas de maladies neurologiques, c'est-à-dire la dystrophie cornéenne polymorphe. C'est un gène en fait qui provoque plusieurs maladies neurologiques. Et à 20 ans, donc j'ai dû être réopérée. Là, je suis restée à peu près 10 jours à l'hôpital. J'ai commencé à trouver que là, ça devenait un peu lourd. J'étais séparée de ma famille en plus de ça parce que ma famille n'était plus, ma famille était en région parisienne et moi j'étais dans un hôpital en province. Ouais, là j'ai commencé vraiment à me dire que c'était finalement un petit peu lourd. Mais toujours en restant positive, en me disant que c'était comme ça et puis qu'il fallait que je prenne mon mal en patience et que ça allait se régler sans problème quoi. Avant 2014, en fait, j'ai été opérée un an avant, le 14 février. C'est ma petite blague pour le neurochirurgien. Parce que j'ai été opérée en fait en urgence. C'est souvent comme ça d'ailleurs que ça se passe. J'ai été opérée en urgence et en fait le 13 février, j'étais chez mes parents, tout allait bien, on avait fait des crêpes, on était tous en famille, c'était super. Et le matin du 13 février, en fait, je me réveille avec le visage gonflé, avec des maux de tête incroyables, des vomissements. Et là, mon père me dit il faut qu'on appelle une ambulance pour que tu partes au CHU. Donc j'ai été transportée au CHU. J'avais un œdème cérébral. Donc c'est un petit peu aussi comme ça que ça se manifeste en l'hydrocéphalie. J'ai eu un œdème cérébral, donc j'ai été opérée dans la nuit du 13 au 14 février. J'ai souhaité une bonne Saint-Valentin à mon neurochirurgien après. Et donc à ce moment-là, j'étais célibataire. Enfin, j'étais célibataire, mais j'avais un compagnon qui vivait à 900 km de chez moi, toujours dans la simplicité, hein. Et puis je travaillais, je travaillais en école à ce moment-là. Tout allait bien pour moi, tout se passait bien pour moi. Et bon voilà, j'ai eu cet œdème cérébral, je suis restée 4 jours à l'hôpital. Après voilà, après tout est rentré dans l'ordre, petit à petit, progressivement. On faisait régulièrement des allers-retours entre chez mon compagnon et chez moi pour les vacances scolaires avec mes enfants.
Bon, faut savoir que lui habitait en montagne, donc la pression en montagne n'est pas la même. C'était un peu gênant, mais sans plus. En sachant que j'avais été opérée en février, je suis retournée très peu de temps après en Haute-Savoie pour revenir le voir. Et tout se passait bien entre mon travail, mes enfants, ma vie de mère, ma vie de femme. Je continuais à profiter, à faire la fête aussi avec mes amis. Et à ce moment-là, ouais, tout se passait bien. C'était une vie relativement cool. Bon, sans avoir trop d'argent, mais on arrivait à bien s'en sortir tous les 3 et demi parce que mon compagnon était là que de temps en temps. Mais ouais, c'était une vie assez cool. Le jour où tout a basculé, c'était au mois de mai 2014. J'avais emmené mes enfants à l'école le matin, normal. Je m'étais réveillée encore un peu en retard, comme d'habitude, parce que j'avais fait une soirée avec des amis la veille. J'emmène mes enfants à l'école, je rentre chez moi par le bus. J'appelle une de mes amies, comme j'avais l'habitude de le faire, pour qu'elle vienne prendre le café chez moi. Elle habitait un petit peu plus bas que chez moi. Donc je l'appelle pour qu'elle vienne prendre le café. Le temps qu'elle arrive, moi je finis de me préparer. Et puis bon, elle rentre et tout, et en fait, elle arrive chez moi. Je vais dans ma chambre pour finir de me préparer, et là, je m'écroule d'un seul coup. Je me mets à vomir. J'ai très très fortement mal à la tête. Et puis je perds connaissance très très rapidement. Mon corps a complètement lâché, ma température s'est mise à baisser brutalement. Et puis bah là, mon ami appelle aussitôt le SAMU pour qu'il vienne me chercher, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, et moi-même je comprends pas ce qui se passe, et je crois qu'en fait je me rends vraiment pas compte de ce qui se passe, parce que la douleur est tellement forte que j'en perds connaissance, quoi. Quand je me rends compte que je suis à l'hôpital, quand je me réveille, je suis entre perdue et puis terrifiée, parce que très très vite, les médecins se rendent compte que ma vue se trouble, que mes jambes et mes bras deviennent douloureux. Ils sont obligés de faire repartir mon cœur avec une injection d'atropine, parce que mon cœur bat encore toujours très faiblement. Et ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose que personne ne comprend, et moi-même je ne comprends pas ce qui se passe, parce que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé l'année précédente et même les fois précédentes. Donc là, personne ne comprend, même pas moi. C'était un moment vraiment étrange, parce que je souhaitais profondément que mes parents soient là. Et je savais que mes parents étaient partis en vacances à ce moment-là avec ma tante. Donc, il fallait les prévenir que je me retrouvais à l'hôpital. Et j'ai pas tout de suite réalisé ce qu'il fallait faire pour mes enfants. Et en fait, mes enfants ont été pris en charge très rapidement par mes amis. Donc, ça a été... c'était vraiment le flou total dans ma tête. Et je comprenais pas vraiment pourquoi j'étais là et ce que je faisais là. Parce que tout ce qui m'arrivait ne ressemblait en rien à ce qui s'était passé l'année précédente. Là, il y avait un truc qui était vraiment pas normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que en une semaine de temps, en fait, j'ai perdu l'usage de mes bras, de mes jambes, la vue et la parole.
L'usage de mes bras et de mes jambes, ça a été très très rapide. En très très peu de temps, en 2-3 jours, déjà j'avais des douleurs atroces dans les bras et les jambes, comme si on m'enfonçait des barres de fer chaud dans le corps. C'était vraiment une douleur indescriptible. La vue est partie aussi assez rapidement parce que le jour où je suis rentrée à l'hôpital, déjà j'avais la vue qui se troublait, mais dès le lendemain, quand mes parents sont arrivés pour venir me voir, déjà j'y voyais presque plus. Et j'ai fini par ne plus voir du tout. Je suis rentrée le mardi à l'hôpital, oui, le vendredi à peu près, je n'y voyais plus rien. Et ce jour-là aussi, ce vendredi-là aussi, je commençais à ne plus pouvoir parler. Donc ça a été vraiment une dégradation assez impressionnante et hyper violente et rapide. Donc ça a été vraiment un moment très troublant pour moi, comme pour ma famille, comme pour mes amis aussi. Ça a été vraiment très compliqué pour tout le monde. Quand j'ai compris que plusieurs mois de ma vie avaient disparu, en fait, ça, je m'en suis rendu compte après l'opération. Donc, je suis arrivée le mardi. Le mardi suivant, j'ai été opérée et en fait, je retourne dans ma chambre en sachant que au moment de mon réveil de l'opération, pour moi, je n'ai plus que ma tête. Mon corps a disparu, je n'ai plus que ma tête. Alors, cette pensée-là, je l'ai eue, elle a duré 10 secondes, hein, parce que je me rendais bien compte qu'un corps sans tête, ça n'existe pas. Mais sauf pour la guillotine. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a un gros problème. Je me suis rendormie en arrivant en chambre et je me réveille en sursaut parce qu'il y a des bip bip partout, parce que je sais plus où je suis, je sais pas ce que je fais là. Et l'infirmière me demande quel jour on est. Et là, je lui dis on est le 17 décembre alors qu'on était au mois de mai. Et elle me répond pas. Elle me répond pas. On me repose la question le lendemain. On me dit quel jour on est. Pour moi, on est toujours le 17 décembre. Mais on était bien en mai. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, il y a un décalage. Qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. J'essaie de me rappeler ce qui s'est passé, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Déjà, je n'y vois plus. Donc c'est surréaliste pour moi. Et je comprends pas pourquoi on n'est plus le 17 décembre, quoi. Donc le lendemain de l'opération, en fait, on essaie de me relever pour voir comment ça fonctionne là-dedans. Et en fait, je m'écroule comme un château de cartes. Mais littéralement comme un château de cartes. Ma tête ne tient plus, mes bras ne tiennent plus, mes jambes ne me tiennent plus. Je m'écroule littéralement comme un château de cartes. Et là, c'est l'apocalypse totale. On me recouche. Et là, je m'effondre en larmes, je me mets à hurler tellement c'est une catastrophe pour moi. Je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce corps de nana de 34 ans ne me tient plus? Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est pour moi, c'est impossible. Donc, je m'effondre en larmes. Là, c'est une aide-soignante qui vient me voir et elle me dit mais on va se battre, on va y arriver, on va se battre, faut tout donner là parce que vous allez pas rester comme ça et il est hors de question que vous restiez comme ça. Il faut se battre. Mais moi je suis terrifiée, quoi. Je suis littéralement terrifiée de me dire mais pourquoi mon corps ne me soutient plus? Pourquoi ma tête ne tient plus? Pourquoi je suis un nouveau-né de 34 ans, quoi? C'est de la folie. Donc à la suite de ça, redevenir dépendante des autres à 34 ans, c'est très 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 dur. Et c'était déjà très dur avant l'opération parce que je dépendais des gens et en plus de ça, visuellement, je dépendais déjà d'eux. Je dépendais d'eux pour tout.
Et ça a été vraiment quelque chose de très très dur pour moi parce que il fallait vraiment que je me fie au son de la voix des personnes pour me dire ça va aller, ça va bien se passer, tout ira bien. Et pour quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire confiance comme moi, ça a été vraiment une torture de me dire bon bah voilà, j'ai pas le choix, il faut que je me fie aux gens, il faut que j'ai confiance en eux. Ils sont là pour m'aider, ils sont là pour me soigner. Donc il faut vraiment que je me fie aux personnes. Et du coup, devoir réapprendre les gestes simples, comme essayer de se retourner dans un lit, parce que je n'arrivais même plus à me retourner dans le lit, je n'arrivais même plus à tenir ma tête. Il fallait que je réapprenne vraiment tout, quoi, comme un bébé. Et ça a été compliqué et en même temps, à ce moment-là, j'avais des voisines de chambre qui étaient là aussi pour me soutenir et c'était cool. Et la première fois en fait que j'ai essayé de me retourner dans le lit, bah, je me suis retrouvée un peu comme une tortue avec sa carapace inversée. Et ça m'a valu un beau fou rire avec ma voisine parce qu'elle, elle a eu peur que je m'étouffe, mais en fait moi j'arrivais juste pas à tourner ma tête et à tourner mon corps dans le lit. Donc c'était à la fois effrayant, extrêmement effrayant, mais à la fois je l'ai pris à la rigolade parce que j'étais tellement démunie que je pouvais pas faire autrement que de rire de cette situation qui était complètement surréaliste, quoi. Réapprendre à parler, ça a été quelque chose qui s'est fait assez naturellement et assez rapidement parce que mon visage a commencé à se débloquer. Il faut savoir que j'avais une paralysie faciale à ce moment-là. Mon visage s'est doucement débloqué. Donc j'ai réappris à parler assez rapidement. Par contre, en ce qui concerne la marche, ça a été beaucoup plus long parce qu'il fallait déjà que je réapprenne la verticalisation, à tenir ma tête aussi, parce que je ne tenais plus du tout ma tête. Donc j'ai mis 3 semaines déjà à réussir à avoir la verticalisation et à tenir ma tête à peu près correctement. Ensuite, à partir du mois de juin, on a commencé les séances de rééducation pour que je réapprenne à tenir un crayon, que je réapprenne à marcher, que je réapprenne à ouvrir des pots de yaourt, parce que même ça, je n'y arrivais plus. Donc la marche a été beaucoup plus longue. Il faut savoir que je suis sortie de l'hôpital au bout de 45 jours et au bout de ces 45 jours, je suis sortie de l'hôpital en fauteuil roulant. Mais il fallait que je réapprenne à marcher un peu car j'avais 3 étages à monter à ce moment-là pour rentrer chez moi. Donc ça a été vraiment très très progressif et très long, d'autant que ma jambe gauche en fait était extrêmement faible et avait beaucoup de mal à me soutenir. Donc ça a été vraiment un très très long combat pour réapprendre à attraper les petites choses toutes simples, hein, même un stylo, à écrire, à ouvrir des pots de yaourt, comme je disais tout à l'heure. J'ai même une de mes amies, pour me réapprendre la dextérité, qui m'avait offert les petits chocolats qu'on a en général dans les cafés pour que j'arrive à les ouvrir. Alors autant vous dire que y a pas mal de petits chocolats qui ont atterri sur le lit de ma voisine, et c'était assez comique. Mais oui, tout ça, ça a été vraiment très très long, très très laborieux. Il y a des jours où oui, vraiment, j'avais l'impression que j'y arriverais pas, quoi. À certains moments, oui, je me disais vraiment que ça serait impossible, que je pourrais pas y arriver, que ça serait vraiment trop trop difficile pour moi. Mais j'avais toujours cette perspective en tête qu'il fallait que je me batte pour mes enfants parce qu'ils étaient petits à ce moment-là, qu'il fallait que je me batte pour eux, pour qu'ils retrouvent une maman
suffisamment valide pour pouvoir s'occuper d'eux. Je me sentais vraiment prisonnière de mon corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est resté très très longtemps. Euh, Parce que quand on perd vraiment toute son autonomie, jusqu'à ne plus avoir la tête qui tient, c'est-à-dire avoir une tête qui dodeline d'un côté ou d'un autre, comme un jeune bébé. C'est compliqué. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Quand je me suis rendu compte que j'arrivais pas à ouvrir mes pots de yaourt, je me suis dit, non, je sais ouvrir un pot de yaourt quand même. C'est incroyable. Donc, c'est quelque chose qui m'a demandé à prendre sur moi, qui m'a appris aussi à prendre sur moi et il fallait que je me dise, non, faut que je me batte vraiment pour mes enfants. Le plus difficile avec les séquelles invisibles, je pense que c'est de se dire est-ce que les gens vont comprendre ce que je ressens? Et ça a été toujours ma question quand j'étais à l'hôpital. C'est est-ce que les gens vont comprendre ce que je ressens? Alors il y en a très peu qui ont compris ce que je ressentais parce qu'en fait cet accident ça m'a laissé des séquelles qui encore aujourd'hui sont omniprésentes. C'est-à-dire que j'ai des douleurs H24 de l'abdomen jusqu'en bas des jambes, que j'ai perdu en mobilité de l'abdomen jusqu'en bas des jambes. Alors je marche aujourd'hui avec une canne, mais j'ai des grosses pertes d'équilibre. Et j'ai perdu aussi de la mobilité dans mon avant-bras droit. J'ai la moitié de ma main droite en fait qui est en partie paralysée. Donc c'est ça a été quelque chose de compliqué et de me dire que ça fait 12 ans maintenant que ça s'est passé, de me dire que c'est quelque chose qui ne reviendra pas. Ça a été un processus très très long pour l'accepter parce que j'en voulais toujours plus et je voulais vraiment récupérer mon corps en entier. Euh, Aujourd'hui, c'est accepté, c'est quelque chose que voilà, je gère bien au quotidien et j'en plaisante même énormément avec mes amis. Mais ça a été quelque chose de compliqué. Pour la perte de mémoire, donc c'est 6 mois que j'ai oublié. Euh, ça a été un très, très, très gros choc. Vraiment. Parce que pendant cette période de 6 mois, j'étais descendue voir mon compagnon. On avait fêté l'anniversaire de mon fils. J'étais allée à l'enterrement de l'ami d'une de mes amies euh, qui était décédée pendant cette période-là. J'y étais allée pour soutenir mon ami. J'ai vécu plusieurs choses. Il y a certaines, je ne sais même plus, et si, même si aujourd'hui on essaie de m'en parler, je n'en ai absolument aucun souvenir. Je sais que je me suis fait tatouer sur sur la cheville gauche, mais je m'en souviens pas. Je m'en souvenais pas du tout. Euh, c'est toutes ces petites choses qui ne sont jamais revenues et qui ne reviendront probablement jamais, dont j'ai dû faire le deuil. Euh, et ça a été, c'est, je me suis dit, c'est une partie de ma vie qui ne reviendra pas, alors autant la laisser là où elle est. Le regard des autres sur le handicap invisible, j'y prête pas énormément d'attention. Je n'y ai jamais prêté énormément d'attention étant donné que je suis née avec cette maladie. Euh, ça m'a valu des critiques, ça m'a valu du harcèlement à l'école, mais à ce moment-là, on n'appelait pas encore ça du harcèlement. Ça m'a valu des moqueries, ça m'a valu énormément de choses, mais j'y prêtais pas attention plus que ça parce que pour moi, c'était une partie de moi. C'était
C'était mon petit truc à moi, c'était mon petit truc en plus. C'était mon petit truc à moi et ça faisait partie de moi, mais ça faisait partie de ma force, en fait. Donc le handicap invisible, quelque part, c'est quelque chose qui ne m'a jamais gênée parce que pour moi, c'était ma force. Moi, je l'ai vécu de cette manière-là et je pense que c'est ça qui m'a énormément aidée. J'ai ressenti beaucoup d'injustice de la part des médecins, je dirais. Parce que l'année qui a suivi mon accident médical, en fait, j'ai été repérée plusieurs fois. Et dans ces nombreuses fois où j'ai été opérée, j'ai un neurochirurgien un jour aux urgences qui m'a dit il faut vous reposer, madame. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais je ne fais que ça, me reposer. C'est juste que j'ai horriblement mal à la tête et qu'il y a un problème. Moi, je le savais qu'il y avait un problème. Mais je me suis vraiment sentie abandonnée euh, par, euh, par les médecins. Pas par les soignants, mais par les médecins. Je me suis sentie vraiment abandonnée parce qu'on n'entendait pas ma douleur. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de terrible de me dire que un, 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 un homme qui a fait tant d'années de médecine n'entend pas la douleur de son patient. Ça a été vraiment terrible pour moi. Écrire l'effet diapason, alors déjà, il faut savoir que j'ai mis 2 ans pour l'écrire, même si c'est un petit bouquin. J'ai mis 2 ans pour l'écrire. Je pense que je m'y suis pris trop tôt parce que j'ai commencé à l'écrire 1 an après l'accident. Et en fait, à chaque fois que j'ouvrais mon ordinateur pour l'écrire, j'étais en pleurs en fait. À chaque page que j'écrivais, j'étais en pleurs. Ça a été une épreuve que je me suis rajoutée. Faut savoir que en fait, je me suis décidée à écrire ce livre parce que ma maman m'avait encouragée à le faire, mes parents m'avaient encouragée à le faire et elle m'avait dit écoute, t'as une belle plume, t'écris très bien, pourquoi tu ferais pas un livre de cette histoire? Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à l'écrire parce que c'était vraiment encore de la souffrance à ce moment-là. J'avais pas encore fait le deuil de ce qui m'était arrivé et j'avais pas encore fait le deuil de ce que je ne pouvais plus faire, à savoir écrire avec ma main, quoi. Il fallait vraiment que j'écrive sur l'ordinateur pour ne pas trop souffrir de ma main droite. Donc oui, ça a été vraiment une épreuve très 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 intense pour moi. Mettre des mots sur cette épreuve, c'était facile parce que c'était encore très frais dans ma tête. C'était encore, c'était encore très très présent et puis j'avais toujours ces douleurs qui étaient là. Donc ça a été vraiment facile. J'ai mis des, j'ai mis vraiment des mots sur mes mots. J'ai mis vraiment des mots sur cette épreuve et j'ai vraiment exprimé les choses telles que je les avais vécues et ressenties à ce moment-là, avec toute la fraîcheur des moments que j'avais passés et avec toute l'authenticité de ce que j'avais ressenti pendant cette hospitalisation et avec tout mon humour aussi parce que j'ai fait preuve quand même de pas mal d'humour aussi pendant cette période-là parce que c'est mon arme secrète pour me sortir de situations les plus scabreuses comme celle-là. Et du coup, oui, ça a été assez salvateur, cet humour, pour m'aider à écrire. L'effet diapason, ce que ça représente, concrètement, ça représente en fait ce que je ressens quand on me touche, quand on me touche les jambes,
Quand on pose sa main, juste poser ou effleurer mes jambes, c'est déjà un effet diapason. C'est-à-dire que, en fait, le fait de poser sa main sur ma jambe, ça fait une vibration du haut de la jambe jusqu'en bas de la jambe, jusqu'au bout des orteils. Et ça fait pareil aussi sur mon avant-bras. Donc c'est cet effet de résonance, en fait, qui fait que la douleur vibre dans tout mon corps. Et c'est aussi un double sens parce que c'est la sensation que j'ai eue autour de moi avec cette résonance avec ma famille, mes amis qui se sont tous relayés autour de moi et autour de mes enfants pour qu'on ne manque de rien, pour que mes enfants soient toujours en sécurité, pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit auprès de moi à l'hôpital. C'est vraiment cet effet de résonance qui aussi s'est bâti autour de nous. Aujourd'hui, quand je regarde ce que j'ai traversé, je suis assez fière de moi, mine de rien, parce que je me dis que c'est quand même une sacrée aventure, en fait. C'est une aventure incroyable de se dire que à 34 ans, il faut tout réapprendre, il faut tout reconstruire, et en plus de ça, il faut se dire, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Je sais pas de quoi demain sera fait, mais il faut que j'avance, il faut que je me batte, il faut que je me dise j'ai des enfants et c'est pour eux que je le fais, pour moi aussi, mais c'est surtout pour eux que je le fais. Et ça a été une aventure incroyable. La résilience que j'ai développée ressemble à... Je sais même pas à quoi elle ressemble en fait, parce que cette résilience, je crois que je l'ai au fond de moi depuis ma plus tendre enfance. Euh, parce que parce que pour moi, c'est une évidence en fait. Je suis résiliente parce que j'ai accepté que ma vie serait un parcours opératoire incroyable, parce que aujourd'hui j'ai à mon actif 23 opérations. Alors pour certains c'est sans doute peu, mais je sais que j'en ai encore d'autres qui viendront alors le plus tard possible, hein, je l'espère. Mais mais cette résilience, en fait, elle fait partie de moi. Je crois que, sans prétention aucune, je crois que je peux dire, oui, je suis résiliente parce que j'accepte de me dire bah, que c'est comme ça et qu'il faut avancer malgré tout. Après avoir dû tout réapprendre, la femme que je suis devenue aujourd'hui, euh, elle est encore plus combative, je crois. Euh, Elle est encore plus combative, plus têtue, sans doute, euh, parce que ma maman m'a toujours appris que 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et ça c'est très très valable pour moi. Parce que voilà, j'essaie, et tant que je n'y arrive pas, j'essaie encore. Je sais en ergothérapie, quand j'étais en rééducation, on m'apprenait à écrire de la main gauche. Alors, je suis gauchère contrariée, mais moi, dans ma tête, non, en fait, je suis droitière, donc non, désolée, j'écrirai encore de la main droite et je lâcherai pas parce que c'est pas possible autrement, en fait. Donc, je crois que je suis devenue quelqu'un, je vais pas dire d'invincible, parce qu'on n'est jamais invincible, mais je crois que je suis devenue quelqu'un d'hyper combatif, euh, et, et qui se dit n'essaie pas, réussis.
Voilà, je crois que c'est ça en fait. C'est ça qui me définit le mieux. La vie après tout ça, bah déjà, étant donné que mon compagnon m'avait gentiment jeté sur mon lit d'hôpital début juin, il y a 12 ans, euh, j'ai dû reconstruire aussi cette partie de ma vie. J'ai dû réapprendre à aimer. Et la vie aujourd'hui, je la vois belle, je la vois épanouie, je la vois, je la vois intéressante, passionnante, je dirais même, parce que j'ai traversé entre guillemets les ténèbres et qu'aujourd'hui je me dis rien ne peut être rien ne peut être plus beau que ce que j'ai à vivre aujourd'hui. Même si je sais qu'il y aura d'autres opérations, même si je sais qu'il y aura sans doute encore des embûches des obstacles à surmonter, c'est pas grave. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, euh, rien ne peut m'arriver de pire que ce qui m'est déjà arrivé. La force que j'ai découvert en moi, c'est la force que m'ont donné mes enfants, en fait. À la base, faut savoir que moi, je voulais pas être maman. Je voulais pas devenir mère. J'ai eu 2 beaux enfants. J'en suis très, très fière. Et la force que j'en retire, c'est que ça, ça m'a permis d'avancer. Ça m'a permis de me battre pour un but. Alors, si j'avais pas réussi à me battre pour mes enfants, je me serais battue pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour tout ça. Mais je crois et je suis convaincue que cette force-là, en fait, je l'avais déjà en moi. Elle était quelque part enfouie au fond de moi et qu'il fallait une étincelle. Alors cette étincelle, pour moi, ça a été cet accident et qu'il fallait cette étincelle pour la réveiller. Si une femme traverse aujourd'hui une maladie neurologique, un handicap invisible ou une reconstruction après un traumatisme médical, j'aimerais lui dire qu'il faut toujours croire en soi, qu'il faut avoir confiance en soi, confiance en toutes les ressources qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, parce que même si parfois ça peut ressembler à de l'adrénaline, c'est aussi une force intérieure qui va dire non, c'est pas fini. Ça s'arrêtera pas là. Donc il faut se battre, il faut croire qu'il y a encore du chemin à faire. Et moi, je sais que euh, peu de temps avant mon opération, je me souviens entendre ma mère me dire, là, tu peux lâcher, tu peux abandonner, tu as droit de partir. Mais quand j'ai entendu ma mère me dire ça, je me suis dit, mais non, j'ai pas du tout envie de partir, moi. Moi, j'ai encore des choses à vivre, j'ai encore des choses à montrer, j'ai encore des conneries à faire. Donc je me suis dit non, c'est hors de question, je lâcherai pas et je serai toujours là. Donc, donc moi, ce que j'ai envie de dire à cette femme, si elle vit ça aujourd'hui, c'est crois en toi. Crois en toi. Crois en toi parce que tu verras que tu as des ressources incroyables qui feront que tu arriveras à surmonter toutes les épreuves qui ont été mises devant toi. Tu y arriveras.